Je me souviens encore du jour où tout a basculé. J'avais 10 ans, peut-être 11. On était à table, le dimanche midi, comme tous les dimanches. Maman avait préparé son poulet yassa, celui qui sent le citron et l'oignon frit jusqu'au fond de la cour. Papa servait le riz et mon frère aîné, Mamadou, venait d'annoncer qu'il avait eu 18-20 en maths. Moi, j'avais eu 12. Rien de catastrophique, mais pour eux, c'était le gouffre. « Regarde ton frère », m'a dit papa en me fixant avec ce regard mi-déçu, mi-fatigué. « Lui, il va aller loin. Toi, il faut que tu te réveilles. » Mamadou a souri, ce sourire de vainqueur qui creusait ses fossettes, et maman lui a passé le plus gros morceau de poulet. Le mien était l'aile. Toujours l'aile, celle qu'on donne au dernier. J'ai baissé les yeux sur mon assiette et j'ai avalé ma honte avec le riz. C'était déjà comme ça, depuis toujours. Le favoritisme, ce n'était pas un secret de famille. C'était la règle. Mamadou était le premier-né, le garçon, celui qui portait le nom. Et puis, très vite, il est devenu le riche. À 15 ans, il vendait déjà des téléphones reconditionnés au marché Sandaga, après les cours. À 18, il avait sa petite boutique de pièces détachées pour voitures. À 22, il importait des voitures d'occasion d'Europe. Et moi, j'étais le cadet, celui qui rêvait trop, qui voulait faire des études longues, qui perdait du temps. Chaque fois que je ramenais un bulletin correct, on me disait « C'est bien, mais regarde ton frère ». Chaque fois que Mamadou ramenait une liasse de billets ou une nouvelle moto, on organisait presque une fête. Je vous jure, c'était usant. Usant comme un vieux pagne qu'on lave trop souvent. À la maison, tout tournait autour de lui. Les vacances. Mamadou choisissait la destination. Dakar-Plage l'été, parfois même un week-end à Sali. Moi, je restais à la maison avec les cousins pour économiser. Les vêtements? Maman lui achetait des baskets Nike, les vraies, celles qui coûtent 3 mois de salaire. Pour moi, c'était les copies du marché Tilène. « Tu es encore petit », disait-elle. J'avais 17 ans. Petit comment? Et les études? Quand Mamadou a voulu arrêter le lycée pour se lancer à fond dans le business, papa a dit oui, tout de suite. Ce garçon a l'instinct. Quand moi j'ai demandé de faire une licence en gestion à l'université, on m'a répondu « Et qui va payer? Ton frère a déjà assez donné pour la famille. » Alors j'ai travaillé. Dès 16 ans, je faisais des petits jobs le soir. Gardien de parking, vendeur de café tout bas au coin de la rue, puis plus tard, serveur dans un maquis du plateau. Je ramenais de l'argent à la maison, pas des fortunes, mais assez pour acheter du riz et de l'huile quand la fin du mois était dure. Personne ne le remarquait, ou plutôt si, on le remarquait pour me dire « Merci, mais ton frère, lui, il a payé le loyer du mois dernier. » C'était comme si mon effort était normal et le sien héroïque. Je me souviens d'un soir précis. J'avais 24 ans. Je venais de finir ma licence en travaillant de nuit. J'étais épuisé, les yeux rouges, mais fier. J'avais décroché un petit poste de comptable dans une ONG. Salaire correct, 180 000 francs par mois. J'arrive à la maison, je pose l'enveloppe sur la table. Maman la regarde, sourit à peine et dit « C'est bien mon fils. Ton frère vient de s'acheter une nouvelle Toyota Prado. Il va nous emmener à Touba pour le Magal. » Point final. La Prado était garée dehors, chrome brillant, sièges en cuir. Mamadou klaxonnait en arrivant, musique à fond. Toute la famille sortait pour l'admirer comme un trophée. Moi, j'étais invisible. Et le pire, c'est que je l'aimais, mon frère. Vraiment. On avait partagé la même chambre pendant des années. On se battait pour la télécommande. On se racontait des blagues bêtes le soir. Quand il réussissait, j'étais sincèrement content. Mais la jalousie, elle s'installait quand même, comme une poussière dans l'œil, elle ne partait plus. Je me couchais en me demandant pourquoi mon sang, ma chair, valait moins que le sien juste parce qu'il avait plus d'argent. Est-ce que l'amour des parents se mesure en millions? Est-ce que je devais devenir riche pour qu'on me voie enfin? Les années ont passé. Mamadou est devenu l'homme d'affaires. Il avait une villa à Sacré-Cœur 3, piscine, gardien, femme belle comme un mannequin, 2 enfants en uniforme d'école privée. Il postait des photos sur Facebook. Alhamdulillah, la vie est belle quand on travaille dur. Les commentaires pleuvaient, modèle, que Dieu te bénisse, ton père doit être fier. Et mes parents, oui, ils l'étaient, ils le disaient tout le temps. À chaque réunion de famille, à chaque baptême, à chaque tabaski,
Mamadou, c'est notre fierté. Moi, j'étais le comptable discret, celui qui venait avec sa petite Clio d'occasion, celui qui aidait encore financièrement quand le frigo était vide. On me tapait sur l'épaule, « Toi aussi tu vas y arriver ». Un jour, je me suis marié, une fille simple, Fatou, rencontrée à l'ONG. On a fait un petit mariage, pas de fête extravagante. Mamadou a offert le buffet, évidemment. Pour mon petit frère, a-t-il dit devant tout le monde. Les invités ont applaudi. Moi, j'ai souri. Mais à l'intérieur, je bouillais. C'était son cadeau, son moment, encore une fois. Fatou me serrait la main sous la table. Laisse tomber, c'est pas grave. Mais c'était grave, parce que chaque fois, ça me rappelait que je n'étais pas assez. Puis est venu le jour où tout s'est effondré. C'était il y a 8 mois. Un mardi matin ordinaire. Je buvais mon café tout bas devant la maison quand mon téléphone a sonné. C'était maman. La voix tremblante. « Viens vite. Ton frère, il a des problèmes. » J'ai couru. À la villa de Sacré-Cœur, c'était le chaos. Des huissiers, des voitures de police, des voisins qui regardaient par-dessus les murs. Mamadou était assis sur le canapé en cuir, tête entre les mains. Sa femme pleurait dans la chambre. Les enfants ne comprenaient pas pourquoi on emportait les meubles. L'histoire est sortie petit à petit. Importation frauduleuse, dettes accumulées. Un partenaire qui l'avait arnaqué sur un gros conteneur de pièces détachées venues de Dubaï. Des millions de francs CFA envolés. Les banques qui saisissaient tout. La villa mise sous hypothèque. La Prado déjà vendue aux enchères. En une semaine, Mamadou est passé de roi à ruiné. Et le pire, il avait emprunté à des gens pas recommandables. Des intérêts qui grimpaient tous les jours. La famille s'est réunie en urgence. Chez papa et maman, dans la vieille maison de Pikine où j'avais grandi. L'ambiance était lourde, maman pleurait sans arrêt. Papa tournait en rond. Les tantes et les oncles étaient là, visage grave. Et puis quelqu'un a dit la phrase que je n'oublierai jamais. « Il faut aider Mamadou. C'est le grand frère. C'est lui qui a toujours porté la famille. » Tous les regards se sont tournés vers moi. Moi, le cadet, celui qui n'avait jamais eu la Prado, celui qui avait économisé sou par sou pour payer ses études, celui qui versait encore 50 000 francs chaque mois pour aider les parents. C'est à moi qu'on demandait de sauver le héros. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas de la colère. Plutôt une tristesse immense, froide, qui monte du ventre et qui remplit la poitrine. J'ai regardé mon frère. Il avait maigri en quelques jours. Les yeux cernés. Pour la première fois de ma vie, il me regardait vraiment. Pas comme le petit frère, comme quelqu'un qui avait besoin de moi. « Combien ?» j'ai demandé simplement. Ils ont annoncé le chiffre. 35 millions. Pour rembourser les dettes les plus urgentes, éviter la prison. 35 millions. J'ai failli rire. J'avais 4 millions sur mon compte épargne, pas plus. Fatou et moi, on économisait pour acheter un terrain à Keur-Massar. Le silence est tombé. Puis maman a dit, la voix cassée, « Toi, tu as toujours été raisonnable. Tu as un bon travail. Peut-être que tu peux demander un prêt à ta banque. » C'est là que j'ai explosé. Pas en criant. En parlant bas, lentement, comme si chaque mot pesait une tonne. Depuis quand je suis devenu la banque de cette famille? Depuis quand mon frère est le seul qui mérite qu'on se sacrifie? Vous l'avez préféré toute votre vie, parce qu'il avait l'argent, parce qu'il brillait. Et moi, j'étais le plan B, le fils de secours, celui qu'on appelle quand le soleil se couche. Les larmes coulaient sur mes joues sans que je m'en rende compte. J'ai tout sorti. Les dimanches où il avait le gros morceau de poulet, les voyages où je restais à la maison, les études que j'ai payées seul, les « regarde ton frère » qui m'ont poursuivi jusqu'à 30 ans. Les fois où Fatou me disait le soir « il ne voit pas tout ce que tu fais ». Mamadou pleurait aussi. Pour la première fois, il s'est levé, il m'a pris dans ses bras. Pas comme le grand frère protecteur. Comme un homme qui vient de comprendre qu'il avait tout pris sans jamais rien donner en retour. Je suis désolé, petit frère. Je croyais que c'était normal, que papa et maman avaient raison, que j'étais le meilleur. Ce soir-là, on a parlé jusqu'à 4 heures du matin. Vraiment parlé. Pas de business, pas d'argent, de nous. De ce que ça fait de grandir dans l'ombre de quelqu'un qu'on aime, de ce que ça fait de réaliser que l'amour des parents peut être aveugle. On n'a pas trouvé 35 millions, on a trouvé mieux.
On a vendu ce qui restait de la villa. Mamadou a repris un petit commerce, modeste, dans le quartier. Moi, j'ai mis mes 4 millions. Les oncles ont donné un peu. Et surtout, on a décidé d'une règle nouvelle. Plus jamais un seul enfant ne portera tout. Plus jamais l'argent ne décidera qui on aime le plus. Aujourd'hui, Mamadou vient dîner chez nous le dimanche. Pas de Prado, une vieille 206 qu'il a réparée lui-même. Il aide Fatou à faire la vaisselle. Il joue avec mes enfants. Et quand papa dit encore parfois « Mamadou, tu te souviens quand… » Mon frère le coupe doucement. « Papa, arrête, on est tous les deux tes fils. » Moi, j'ai appris quelque chose d'énorme. Le favoritisme, ce n'est pas seulement injuste, c'est une bombe à retardement. Il détruit celui qu'on met sur le piédestal et celui qu'on laisse dans l'ombre. Il pourrit la famille de l'intérieur. Et le jour où le piédestal s'effondre, tout le monde tombe. Si vous écoutez ça et que vous vous reconnaissez, si vous êtes le frère ou la sœur moins brillant, si vous êtes le parent qui compare sans s'en rendre compte, je vous dis juste, arrêtez, regardez vos enfants, vraiment. Pas à travers leur compte en banque, pas à travers leurs notes, regardez leurs efforts, leur sourire fatigué après une longue journée, leur façon de rentrer à la maison et de demander « Ça va, maman ?» L'argent, ça va, et ça vient. J'ai vu mon frère riche devenir pauvre en 15 jours. J'ai vu ma propre vie changer quand j'ai arrêté d'attendre leur validation. Aujourd'hui, je gagne mieux. J'ai monté ma petite boîte de comptabilité avec Fatou. On n'est pas riche, mais on est libre. Et surtout, on est vu. Mamadou m'a appelé hier. Il voulait juste me dire merci. Pas pour l'argent. Pour avoir tenu bon. Pour avoir dit la vérité ce soir-là. Pour lui avoir rappelé qu'un frère, ce n'est pas un concurrent. C'est un miroir. Et parfois, le miroir le plus fidèle est celui qui était dans l'ombre pendant des années. Voilà. C'est mon histoire. Pas un conte de fées. Pas une vengeance. Juste la vérité crue d'une famille sénégalaise comme des milliers d'autres. Où l'argent a failli tout casser, où l'amour a failli mourir, et où, au dernier moment, on a choisi de reconstruire. Si vous avez vécu ça, écrivez-moi en commentaire. Dites-moi que je ne suis pas seul. Dites-moi que vous aussi, vous avez été l'aile du poulet. Et surtout, dites-moi que vous avez survécu. Parce que oui, on survit. Et un jour, quand tout s'effondre autour du préféré, on est encore là. Solide. Debout. Et enfin vu. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vos frères et sœurs. Pas seulement de ceux qui brillent. De tous. Parce que la lumière, parfois, elle change de place. Et quand elle change, il faut que tout le monde ait une chaise autour de la table. Que Dieu vous garde. À la prochaine.